Alors, on va commencer par une question qui, je pense, flotte un peu partout, que beaucoup de gens se posent. Comment est-ce qu'on mesure la puissance réelle de notre champ énergétique? Et surtout, pourquoi est-ce que certaines personnes, elles savent, c'est complètement abstrait? Oui, et c'est une excellente question. Et justement, on est tombé sur une source qui tente d'y répondre de manière très très structurée. C'est un article assez récent du 15 novembre 2025 qui s'intitule « L'unité LaSAFR, mesure du potentiel énergétique humain ». Exactement. Et d'entrée de jeu, le postulat est audacieux. L'idée qu'il existerait une échelle pour quantifier ce potentiel. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ça, cette fameuse unité LaSAFR, qu'on va appeler UL pour faire simple. On va voir ce que c'est, comment ça prétend fonctionner, et surtout, en quoi c'est si différent d'autres mesures qu'on connaît mieux, comme les unités Bovis. Allez, on y va. C'est parti, on plonge là-dedans. Alors, la première chose, et l'article martèle ce point, c'est qu'il faut tout de suite évacuer une idée fausse. L'unité LaSAFR, ce n'est pas une mesure de santé. Ah, d'accord. Ni de vitalité. Le concept central, c'est la mesure de la capacité d'expansion du champ énergétique d'un individu. Capacité d'expansion. Le terme est un peu technique. Concrètement, ça veut dire quoi? Que mon champ énergétique peut remplir une pièce, c'est ça l'idée? C'est un peu l'idée, mais c'est plus complexe que ça. Selon la source, c'est la faculté du champ subtil à se déployer dans l'espace, bien sûr, mais aussi à interagir avec d'autres champs et surtout à entrer en résonance avec des dimensions qui vont au-delà du monde matériel. L'article le dit très bien. L'UL révèle ce qui peut être mobilisé. Parce qu'il est simplement vécu. Exactement. C'est le potentiel brut, pas l'état de forme du moment. Et l'outil pour mesurer ça, ce serait le pendule. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est pas juste un chiffre qui dit « voilà votre niveau », c'est un potentiel, donc j'imagine qu'il y a des facteurs qui l'influencent. C'est là que ça devient fascinant. L'article explique que cette valeur UL, ce n'est pas une donnée de base, mais le résultat de 3 forces, 3 dynamiques principales. Qui peuvent s'ajouter ou se limiter, j'imagine. C'est ça, elles interagissent. La toute première, c'est ce que le texte appelle la base énergétique d'origine, ou OEC pour origine de l'expansion du champ. Une base d'origine. L'article parle de maturité de l'âme. C'est une idée intrigante, mais un peu déterministe, non? Est-ce que ça veut dire que certains partent avec une avance impossible à rattraper? C'est une excellente question et la source l'anticipe complètement. Elle précise que chaque personne naîtrait avec ce potentiel d'expansion propre, qui viendrait de cette maturité de l'âme. Mais, et c'est la phrase clé, je trouve, c'est un socle, jamais une prison. Ah, jamais une prison, d'accord. Ça change tout. Ça veut dire que rien n'est figé. C'est un point de départ. Pas une finalité. Exactement. Et ça nous amène directement à la deuxième force, qui est peut-être la plus concrète pour tout le monde. Nos expériences de vie, nos émotions, j'imagine. Pile ça, l'état émotionnel. L'analogie que le texte utilise est très visuelle. Il dit que les blocages, les blessures, les croyances limitantes, tout ça, ça agit comme des manteaux successifs. Des manteaux successifs. Oui, qui viennent resserrer, comprimer le champ énergétique et l'empêcher d'atteindre le potentiel de sa base d'origine, de son OEC. J'aime beaucoup l'image. On visualise bien le poids, l'encombrement, quelque chose qui étouffe l'énergie, quoi. Précisément. Et à l'inverse, quand on fait un travail sur soi, qu'on libère un de ces blocages, l'article utilise une autre image très forte. C'est comme, et là je cite, arracher un voile humide qui étouffait l'élan intérieur. C'est une image incroyablement puissante. On ressent presque physiquement le poids et la libération qui suit. Et c'est ce qui rend l'idée si parlante. C'est un ressenti que beaucoup de gens peuvent reconnaître, je crois. On a donc ce socle, l'OSC, et ces manteaux émotionnels qui peuvent le recouvrir. D'accord. Mais pour atteindre les chiffres très élevés que la source mentionne, comme dépasser le million d'UL, j'ai du mal à croire qu'il suffise d'enlever ces manteaux. Il doit y avoir un autre moteur, non? Une force d'expansion active. Tout à fait. C'est la troisième et dernière composante, l'évolution spirituelle. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est la définition qu'en donne l'article. Il précise bien que ce n'est pas une question de morale, de dogme ou de religion. Alors c'est quoi? L'évolution spirituelle est définie comme l'accès progressif de la conscience à des densités énergétiques plus élevées. C'est-à-dire?
Un peu plus concrètement? C'est la capacité à se connecter consciemment à des plans de réalité plus vastes, plus subtils. C'est cette ouverture qui permettrait au champ non seulement de s'étendre, mais de se densifier, d'intégrer plus d'informations. C'est ce moteur-là qui ferait vraiment exploser les valeurs UL. Bon, alors parlons-en de ces valeurs. Parce que l'article ne donne pas juste une échelle, il décrit des seuils avec des changements de perception très concrets. Oui. C'est un point central du texte. C'est une sorte de cartographie de l'éveil des perceptions. Par exemple, en dessous de 50 000 UL, les perceptions sont décrites comme étant diffuses. Diffuses. C'est le fameux « je sens un truc, mais je sais pas quoi ». Une sorte de bruit de fond subtil qu'on n'arrive pas bien à identifier. Ah oui, ça parle à beaucoup de monde. Et après, si on monte... Ensuite, entre 50 000 et 200 000 UL, le corps subtil commencerait à s'éveiller. Vraiment. Les intuitions deviendraient plus claires, le ressenti des énergies plus précis, on commencerait à sentir des flux en soi, des choses qu'on n'avait jamais remarquées. Et il y a ce fameux seuil que l'article appelle décisif autour de 200 000 UL. C'est très précis ça. Qu'est-ce qui est censé se passer de si radical à ce niveau ? C'est le moment charnière selon l'auteur, le moment où l'énergie cesse d'être une hypothèse, un concept intellectuel, pour devenir une réalité tangible, perceptible. Ah d'accord. Le monde subtil commencerait à se dévoiler concrètement. C'est là que des capacités comme le clair ressenti... Le fait de sentir précisément les énergies d'un lieu, d'une personne... C'est ça. Ou d'autres formes de perception pourraient s'esquisser parfois de manière assez soudaine. On passe de la théorie à la pratique en somme. Et tout en haut de l'échelle astère, au-delà du million d'UL. Là, on change encore de dimension. Le champ énergétique deviendrait non seulement immense, mais surtout beaucoup plus structuré. La source parle d'une perception qui devient multidimensionnelle. Multidimensionnelle. Il ne s'agirait plus seulement de sentir une énergie, mais de percevoir simultanément plusieurs couches de la réalité, comme une architecture complexe qui se superpose au monde physique. D'accord. Bon, là il y a une question qui s'impose et je suis sûr que beaucoup de gens se la posent. C'est quoi la différence avec les unités Bovis ? C'est quand même la mesure que tout le monde connaît dans ce domaine. Oui, et l'article est très très clair là-dessus. La distinction est fondamentale. Ah ouais. Historiquement, l'échelle de Bovus, ça évalue la vitalité, le taux vibratoire lié à la santé. On mesure les bovis d'un aliment, d'un lieu, d'une personne, pour savoir si c'est bon pour la santé, pour simplifier. C'est un indicateur de bien-être. Alors que l'UL, on l'a dit, c'est un potentiel. Exactement. Ce qui veut dire qu'on peut être en parfaite santé, avec un taux bovis très haut, mais avoir un potentiel d'expansion, un UL, relativement bas si on est couvert de manteau émotionnel. Et l'inverse est possible aussi, du coup. Tout à fait. La source le résume avec une phrase assez choc, je trouve. Les bovis décrivent ce que la personne vit dans son corps, pas ce qu'elle peut accomplir avec son champ. Ah oui, c'est très net comme distinction. Et ça expliquerait pourquoi, selon l'article, certains radiesthésistes trouvent des valeurs basses quand ils essaient de mesurer l'UL. Précisément. Ils mesureraient sans s'en rendre compte la vitalité de surface, une sorte de fréquence d'émission, mais pas la capacité d'expansion profonde et réelle du champ. L'auteur insiste, ce sont deux mesures indépendantes. Les comparer, ce serait comme mesurer la température d'un moteur pour connaître sa vitesse de pointe. Ça n'a pas de sens. Aucun. Bien, c'est très clair. Mais alors, à part la curiosité intellectuelle, à quoi ça sert concrètement ? Quelle est l'application pratique de connaître sa valeur UL ? L'article met surtout en avant l'intérêt pour le développement personnel et l'accompagnement thérapeutique. L'idée, c'est que la mesure UL donnerait des informations ciblées qu'aucune autre échelle ne peut donner. Ça deviendrait une sorte de GPS pour le travail sur soi. C'est une super image, oui, un GPS. Au lieu de naviguer un peu à l'aveugle, on aurait des données concrètes. Donne-moi un exemple tiré de la source. Par exemple, si une mesure révèle un UL assez faible, disons 80 000, mais que l'analyse de la base énergétique d'origine, l'OSC, montre qu'elle est très élevée, à 500 000 par exemple. D'accord. Le diagnostic est immédiat, selon l'auteur. On voit qu'il y a un potentiel énorme qui est complètement bridé par des charges émotionnelles. Le travail à faire est donc évident. La libération de ces fameux manteaux.
C'est un outil de diagnostic, mais aussi de suivi alors. On peut mesurer avant et après un soin pour voir si ça a marché. C'est tout à fait ça. Si, après une thérapie ou un soin, la valeur UL augmente de manière significative, ça validerait objectivement l'efficacité du travail. Le champ se serait littéralement libéré. Ou de la même manière, observer qu'une personne franchit le seuil des 200 000 UL. Ça peut l'aider à comprendre et à accueillir les nouvelles perceptions qui arrivent. Voilà, ça permet de cibler, d'adapter et de mesurer l'impact d'une démarche. D'accord. Donc si on fait le bilan de ce qu'on a extrait de cette source, l'unité des SAFRE s'est présentée comme un outil pour mesurer le potentiel d'expansion de notre champ énergétique, ce qui est, on l'a bien compris, radicalement différent de la vitalité. Et cette valeur serait la synthèse de 3 grands facteurs. Un potentiel de départ, le poids de nos blocages émotionnels et la dynamique de notre évolution spirituelle. C'est la synthèse parfaite. Au fond, l'UL prétend apporter une réponse quantifiable à une question très intime. Une question que, d'après l'article, beaucoup de gens se posent. Où est-ce que j'en suis réellement et jusqu'où je peux aller ? Cette approche, elle propose de transformer cette interrogation un peu floue en une donnée mesurable, et donc potentiellement un chemin de progression plus conscient. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une piste de réflexion pour la suite. Oui, parce que ça soulève une question intéressante, je trouve. Si on accepte l'idée, même juste comme hypothèse, l'idée que le potentiel énergétique d'un individu est mesurable et qu'il est influencé par des facteurs internes comme les émotions. Oui, bien sûr. Quelles pourraient être les implications si on appliquait cette mesure, non plus à des individus, mais à des collectifs ? Tiens, tu veux dire le potentiel d'expansion d'une équipe ? D'une famille ? Ou même d'une organisation ? Exactement. Quel serait l'ULG d'une entreprise ? Est-ce qu'il serait influencé par une base d'origine, sa mission fondatrice, par des blocages émotionnels comme des conflits internes ou une culture toxique, et par une évolution spirituelle, c'est-à-dire sa capacité à innover et à s'adapter ? La question reste ouverte.